Est-ce que la RDC fera face aux secousses économiques qui s'observent sur le plan mondial? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission FM Éco, une émission qui parle essentiellement économie. Et pour parler du sujet que je viens d'énoncer tout de suite, on reçoit sur ce beau plateau de FM Télévision Monsieur Thierry Monsenepo. Il est acteur politique, mais aujourd'hui on le reçoit sous sa casquette d'opérateur économique. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour. Est-ce que la RDC fera face à des frémissements qui s'observent? D'abord, il faut se dire que ces frémissements, comme vous le dites, sur le plan économique dans le monde entier, est enregistré depuis 2019 avec la pandémie de Covid-19. Rappelez-vous que la plupart des pays, le monde était en arrêt, la productivité mondiale a baissé pratiquement de 50%. La plupart des pays ont connu un soubresaut extraordinaire sur le plan des inflations, sur le plan du produit intérieur brut, mais la RDC a réussi à garder la tête hors de l'eau grâce notamment à certaines décisions du gouvernement. Il y a eu 14 décisions du gouvernement qui ont permis à ce qu'il y ait entre autres des subventions de la part du gouvernement central en ce qui concerne certains produits comme les produits pétroliers. Il y a eu des subventions en ce qui concerne les premiers produits de nécessité du panier de la ménagère. Et récemment, avec une décision du président de la République sur un appui en ce qui concerne les importations de surgelés. Lorsque vous ajoutez à ça, c'est vrai aujourd'hui, les difficultés que nous allons connaître et que nous connaissons déjà avec la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine, il y aura, et on le sent déjà, des conséquences sur les produits pétroliers, puisque la plupart des produits raffinés qui nous arrivent proviennent de la Russie. Il y a aussi le blé, avec ses dérivés tels que la farine et le pain, les beignets, et ainsi de suite, qui vont connaître des difficultés dans les jours à venir, et on le sent déjà aujourd'hui. Et au-delà de cela aussi, c'est des flux des importations, puisque la plupart des grandes sociétés, des grandes firmes occidentales avec lesquelles nous travaillons ont aussi des intérêts et des succursales au niveau de la Russie et subissent aujourd'hui de plein fouet les sanctions qui sont imposées sur ce pays et la guerre qui s'impose sur l'Ukraine. Et donc la République démocratique du Congo, qui déjà depuis la Covid a réussi à garder la tête hors de l'eau, je pense va réussir à la maintenir grâce notamment à une diversification de notre économie. C'est vrai qu'elle n'est pas une diversification tous azimuts, mais il y a quand même des points positifs tels que aujourd'hui les services sont en train de prendre beaucoup plus d'ampleur que le secteur tertiaire. Et nous sommes en train de plus en plus, grâce à certains projets initiés par le président de la République, notamment Tilé-Gelou, 100 jours et aujourd'hui le projet de 145 territoires, ça pourra permettre à ce qu'il y ait d'abord une consommation interne qui permette à ce qu'il y ait un maintien de notre PIB et au-delà de cela, prendre une décision radicale sur la transformation de certains produits ici qui vont créer une échelle de valeur qui permettrait à ce que nous puissions continuer à garder la tête en dehors de l'eau. Oui, mais lorsque vous dites par exemple que la RDC se maintient, mais certaines personnes s'étonnent puisque on a connu ce qui s'est passé pendant la Covid-19, les gens étaient essoufflés, on peut dire que le pouvoir d'achat était devenu de plus en plus faible, mais on ne comprend pas, Monsieur Thierry, lorsque vous dites qu'on se maintient la tête haute. Non mais écoutez, c'est vrai qu'il y a eu un problème en ce qui concerne le pouvoir d'achat, c'est la réalité. Mais la RDC s'est mieux débrouillée par rapport à certains pays. Vous savez que nous, ici, l'inflation a été d'ordre de 8% seulement à peu près. Mais dans d'autres pays tels qu'en Angola, ici, notre voisin, ils ont connu une inflation de 27%. Dans d'autres pays comme le Burkina Faso, comme le Kenya, il y a eu des inflations extraordinaires. Aujourd'hui, même au moment où je vous parle, le gouvernement kenyan a décaissé près de 34 milliards de shillings pour insuffler au sein de son économie, puisque la situation était devenue grave en ce qui concerne les produits de première nécessité, dont les produits pétroliers. Le maintien de notre inflation n'était pas spectaculaire, par exemple, comme le disaient certains économistes, puisque pendant qu'on disait qu'on a maintenu notre inflation, on a essayé de contenir cela, il y avait des gens qu'on ne payait pas, il y avait tout ceci. Est-ce que ce n'était pas un maintien de l'inflation spectaculaire? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu un seul secteur de notre pays où il y a eu des arriérés des paiements. La plupart de tous les secteurs qui sont soutenus par le pouvoir public en ce qui concerne ce qu'on appelle communément les fonctionnaires de l'État ont été payés. Les enseignants ont toujours été payés par l'État. Et même avec, non, ces marches-là étaient organisées par les nouvelles unités qui étaient en train de demander une mécanisation. Et vous savez que lors du conseil de ministres, le premier conseil de ministres le
dernier conseil de ministres de l'année écoulée, il y a eu la décision de pouvoir enrôler ces nouvelles unités et qui ont commencé à être payées dès janvier de cette année. Et vous avez remarqué une accalmie sur ce point-là. Donc il n'y a pas eu un seul secteur social qui a été touché en ce qui concerne un non-paiement. Donc ce n'était pas une constipation économique qui pourrait procéder ou qui pourrait donner comme conséquence le fait que nous avions une inflation faible. Ce sont des paramètres économiques qui ont été bien maintenus par le gouvernement. Il faut quand même tirer un chapeau bas envers notre gouvernement pour ça. Ok, on dit que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que la RDC devrait vraiment attendre, être frappé par cette situation pour envisager de voies de sortie? Par exemple, je prends le cas du ministre Boudimbo qui a annoncé au Conseil des ministres passé le fait de quitter donc la production un peu modeste de 26 000 barils de carburant pour passer à une production un peu plus élevée. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on doit toujours attendre qu'on soit frappé par une situation pour que nous puissions envisager donc des mesures pour sortir de cela, M. Thierry? Je pense que votre analyse est correcte dans la mesure où il ne faut pas toujours que le gouvernement attende à ce qu'il y ait des fléaux pour prendre des mesures. C'est vrai que le gouvernement a dernièrement, lors de la réunion de conjoncture qu'a tenu le Premier ministre, il a été repris un certain nombre de mesures pour essayer de protéger notre économie face à ce problème lié à la crise ukrainienne. Mais c'est vrai aussi qu'il faut qu'on évite ce genre de sursaut lorsqu'il y a des problèmes, notamment lorsque vous parlez de notre secteur pétrolifère. Il y a, c'est vrai, en RDC, une latence que je n'arrive moi-même pas à expliquer sur l'exploitation de nos ressources pétrolières. Vous savez que d'ici 10 ans, le pétrole on ne pourra plus acheter ce baril comme on l'achète aujourd'hui à 73 $. Ça sera beaucoup moins parce que les nouvelles énergies sont aujourd'hui en train de croître et à cause des gaz à effet de serre, on est en train de réfléchir sur une diminution des exploitations des sites pétroliers, mais aussi de l'utilisation du gazole, de l'essence et du kérosène, ainsi de suite. On est en train de réfléchir vers une fusion de l'hydrogène pour créer d'autres énergies. Donc, si on continue à traîner, nous allons nous retrouver avec une richesse qui ne sert plus à rien. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo a un potentiel énorme en ce qui concerne l'exploitation pétrolière? Et plusieurs bassins nous avons en 2000, si je ne me trompe pas, en 2009, commandé une étude avec la société HRT du Brésil qui a découpé la cuvette centrale ici en 84 blocs pétroliers. Sans compter les 3 blocs pétroliers qui sont à Mwanda aujourd'hui, Ndunda, Yemba et Matama Makanzi, qui ne sont pas exploités. Les sismiques et les études ont été réalisées par les sociétés comme Surestream Petroleum et aujourd'hui, il n'y a pas toujours de production. La seule production aujourd'hui, c'est celle de Chevron qui est estimée à 26 000 barils par jour. Lorsque nous allons dans le Grand Nord, dans le Graben Albertine, il y a 3 blocs pétroliers qui ne sont pas exploités. Le bassin sédimentaire que nous partageons avec l'Ouganda est aujourd'hui en train d'exploiter. C'était des puits trouvés par la société Toulo. Donc il y a moyen aujourd'hui à ce que le gouvernement puisse prendre une décision de trouver des sociétés qui peuvent aller demain commencer ces exploitations et réfléchir sur une possibilité pour que l'État qui est pris en portage via la Cohydro, c'est ce qui est prévu par notre code des hydrocarbures, puisse, avec ses royalties, construire des raffineries pour que demain, en tant que pays producteur de pétrole, nous arrivions à raffiner notre pétrole ici. Des pays comme le Tchad, qui n'ont pas le même potentiel que la RDC, ils ont des raffineries de pétrole. Des pays comme le Nigeria ont des raffineries de pétrole, et ça depuis 1976. Et c'est tout à fait anormal. Exige à ses opérateurs pétroliers de faire la même chose. Voilà, c'est tout à fait anormal qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo se retrouve dans cette difficulté. C'est pour cela qu'il faut que le gouvernement réfléchisse à certaines facilités à accorder à certaines sociétés pour que ces entreprises puissent créer des raffineries ici. Ça aiderait d'abord à ce que la consommation interne de la RDC elle est grande en termes de produits pétroliers, mais aussi à exporter vers les pays frontaliers tels que le Congo-Brazzaville et les autres pays, la RCA, ainsi de suite. Ok. Aujourd'hui, si par exemple la Russie fermait ses portes d'exportation, donc la RDC est quasiment morte? Pas du tout, puisqu'aujourd'hui, c'est plusieurs pays qui offrent
les possibilités d'obtenir des produits pétroliers. Le problème de pénurie que l'on connaît aujourd'hui est aussi lié à un facteur important, c'est la subvention que l'État apporte en ce qui concerne le prix à la pompe du litre du gazole ou d'essence. Donc l'État, en subventionnant ainsi, se déleste de beaucoup d'argent. On est en train de nous parler d'à peu près de 300 millions de dollars. Donc si aujourd'hui l'État se retrouve dans une difficulté de subvention, le client sera obligé de prendre en charge ce litre d'essence qui pourrait avoisiner les 2 dollars le litre à la pompe. Donc je crois que les difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est une mise en entente entre les importateurs pétroliers, les vendeurs des produits pétroliers et le gouvernement, d'autre part, pour essayer de trouver une entente pour le prix à la pompe qui, non seulement ne continuerait pas à coûter énormément à notre trésor public, mais qui permettrait aussi à ce que les opérateurs puissent se retrouver dans leurs bénéfices. D'accord, mais décidément, cette question de production interne nous tient en haleine. Est-ce que vous sentez le gouvernement peser de tout son poids pour faire accroître ou soit stimuler la production intérieure pour que nous ne puissions pas toutefois avoir la main tendue vers l'étranger? Il y a un début, et je pense que le début est positif dans la mesure où le ministère sectoriel des hydrocarbures a pris la mesure de pouvoir se tourner vers une production locale importante, et cela va directement dans le sens où il faut qu'on puisse finalement quitter l'étape où on est en train de parler des richesses potentielles à une vraie richesse. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous sommes en train de dormir sur des nappes de pétrole, mais qu'on n'exploite pas. Et pour les exploiter, il faut, comme a fait le gouvernement, faire des appels d'offres pour permettre à d'autres entreprises, en dehors de Chevron par exemple, de venir pour exploiter nos différents blocs qui ont été certifiés, où les études sont disponibles pour permettre à ce que nous puissions avoir plus d'opérateurs et une plus grande production. Justement, alors, parmi des produits qui manquent à la RDC maintenant, c'est notamment le blé. Je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre pendant quelques temps ce reportage réalisé par notre rédaction sur l'augmentation des prix de pain. On se retrouve juste après. Les vendeuses à Kinshasa constatent avec peine l'augmentation du prix de cette denrée qui passe de 300 francs à 500 francs congolais et d'autres de 500 à 700 francs congolais. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, les prix ne font qu'augmenter au jour le jour. Ces femmes vendeuses ont été surpris de cette augmentation qui a visiblement déstabilisé leur vente actuelle. C'est la farine qui a augmenté des prix. Elle était à 60 000 et aujourd'hui elle coûte plus de 100 000 francs. Les gens ne préfèrent plus consommer du pain, elles prennent du riz à la place. Le pain de 300 francs coûte maintenant 500 francs avec une petite augmentation de grammage. Et le petit rectangle de 500 francs revient à 750 francs. Comment allons-nous faire avec les enfants qui sont déjà habitués de consommer le pain de 200 francs? Sans surprise, cette problématique a automatiquement impacté sur la vente actuellement très lourde, comme l'explique cette vendeuse qui a enregistré d'énormes pertes. Regardez mes pains, j'ai connu d'énormes pertes. Ces petits pains se vendent à 500 francs et l'autre à 200 francs. Il y a des familles nombreuses, il n'y a pas de bonne vente. Ça, ce sont des pains que je dois jeter. Avec toute cette perte d'argent, est-ce que je pourrais faire face à cette situation? Cette situation, due notamment à l'invasion russe en Ukraine, principale exportatrice du blé, interpelle les autorités à changer de fusil d'épaule, par exemple à mise sur la production locale, estiment des économistes. Voilà, c'était un reportage de Monica Makaba. Monsieur Thierry, les gens meurent de faim. Effectivement, et c'était prévisible. Avec la guerre qui aujourd'hui frappe l'Ukraine, c'était prévisible qu'en ce qui concerne les dérivés de la farine, qu'on ait ce genre de problème. C'est malheureusement un céréal que nous ne pouvons pas planter chez nous par rapport à certaines conditionnalités sur le plan agronomique que cela demande, mais il faut réfléchir sur des possibilités de substitution. Il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest qui réfléchissent déjà à une possibilité de créer des farines de soja, par exemple, de créer des farines de manioc et de maïs qui pourraient se substituer à ce blé qui vraisemblablement va nous manquer pendant assez longtemps parce que il faut d'abord reconstruire tout ce qui a été détruit en Ukraine et cela va prendre énormément du temps. Mais ici, apparemment, il n'y a pas de plan de sortie pour qu'on puisse solutionner ce problème. Est-ce qu'on peut parler de l'absence de l'autorité de l'État dans ce secteur?
Non, je ne pense pas, puisque l'État est en train de prendre des mesures. Je vous ai dit ici qu'il y avait une réunion de conjoncture que le Premier ministre a tenue avec les ministres sectoriels. Justement. Il a été question avec le ministre de Commerce extérieur de voir la possibilité de pouvoir acheminer ces produits qui nous manquent, qui venaient de l'Ukraine, vers d'autres sources. Ça existe. Il peut y avoir des importations qui proviennent de l'Asie, notamment. C'est vrai que ça coûtera un peu plus cher, mais il y a toujours des possibilités. Et le gouvernement s'est penché sur ces solutions. Mais le problème, c'est lorsque vous dites que le gouvernement se penche sur la solution. On se souvient, lorsqu'on devrait importer les chinchards ici, on a parlé du prix qui devrait être revu à la baisse. Certaines personnes ont été déçues parce qu'on n'a pas pu payer par rapport au prix communiqué. Mais aujourd'hui, le gouvernement annonce prendre des mesures pour solutionner ce problème. Est-ce que les Congolais peuvent encore croire aujourd'hui à cette volonté du gouvernement de revoir les choses à la normale? D'abord, le fait qu'on ait un gouvernement qui ait une volonté, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne l'applicabilité, il y a des ministres sectoriels qui doivent le faire. Je pense que parmi les raisons qui ont fait que le ministre de l'économie soit sanctionné au national, il est sanctionné alors que la situation est dramatique. Oui, il y avait eu un problème en ce qui concerne la programmation et l'applicabilité de cette mesure gouvernementale qui concernait la diminution des prix des produits des vivres frais. La possibilité était laquelle? C'était d'abord que le gouvernement puisse trouver une possibilité d'importer ces produits pour alléger le panier de la ménagère, dans un premier temps, et dans un second temps, essayer de voir comment dans la structure des prix de ces produits, comment est-ce que le gouvernement pouvait se délester de certains royalties pour permettre le rabais des prix. Et pour ce second temps-là, ni étaient ces rabais des prix où le gouvernement notamment a enlevé de la structure des prix des taxes qui concernaient les lignes maritimes congolaises et d'autres structures de l'État en ce qui concerne les vivres frais, on aurait eu aujourd'hui les flambées que l'on enregistre dans le pain et qu'on peut bientôt enregistrer dans les produits pétroliers, les retrouver aussi dans les produits des vivres frais, etc. Mais le gouvernement a réussi quand même à juguler la crise en amont par rapport à ce secteur-là. Donc je pense réellement qu'il y a moyen de faire confiance au gouvernement. Mais c'est vrai qu'il faut que le gouvernement fasse mieux. Il faut aujourd'hui que le gouvernement réfléchisse avec la FEC, avec les organisations patronales, comment est-ce qu'elle peut arriver à porter d'autres subventions, non seulement sur le produit pétrolier, mais aussi sur des produits tels que le blé, tels que la farine, les sons de blé qui doivent arriver ici, la farine, et aussi réfléchir sur comment est-ce qu'on peut rapidement financer des études pour des féculents alternatifs tels que le maïs, le manioc et le soja qui peuvent être cultivés ici dans notre pays. Parce que la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que l'absence des routes vers les terres agricoles empêche à ce que la plupart des produits arrivent vers les centres de consommation. Et le projet lancé par le président de la République sur la modernisation de nos 145 territoires va régler ce problème. Parce qu'écoute, je vous donne un exemple. Ici, à Mbanzangungu, nous produisons de la pomme de terre. Le cultivateur qui doit produire cette pomme de terre et qui doit venir ici à Kinshasa, il est obligé de venir lui-même pour faire le travail de vente ici, peut comme ça tuer une semaine. Mais lorsque lui vient, qui reste derrière lui pour continuer à faire le champ? Ce qui fait que la production, elle est faible. Alors que si aujourd'hui, il y a des possibilités à ce que nos territoires soient beaucoup plus développés, qu'on ait des infrastructures qui peuvent permettre à ce que ce villageois-là puisse entreposer ses pommes de terre et qu'ensemble avec ses collègues, il crée des coopératives et que ces coopératives viennent les représenter vers les centres de consommation, nous créons ainsi une échelle des valeurs qui permettrait à ce que la production au niveau local ne va pas s'arrêter. Donc, aujourd'hui, ces mesures prises par le gouvernement, notamment par le président de la République, permettent à ce que la population ait espoir. C'est vrai que ça va prendre encore un peu de temps, mais je crois que si demain, nos territoires prennent les vraies décisions en ce qui concerne les vrais enjeux pour les infrastructures avec les moyens mis à disposition, d'ici 6 mois, on parlera un autre langage. Ok, parlons du plan directeur d'industrialisation, riche en contenu, en tout cas, censé convertir l'importation par la production interne, notamment avec la mise sur pied des zones économiques spéciales, avec, vous savez, jusqu'aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Les parcs agro-industriels ont codé le dernier épisode avec Bukanga-Lonzo. Est-ce que sa concrétisation est si difficile que ça, ce plan directeur?
Je pense que ça peut être des chapelets des bonnes intentions si le gouvernement continue à faire les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents. Il faut que le gouvernement puisse se couper carrément du fait de croire que le gouvernement seul peut tout faire. Pour que le gouvernement réussisse à mettre en place ces différentes politiques, il faut que le gouvernement se mette en tête que son rôle, c'est de créer le cadre nécessaire pour permettre à ce que l'investissement privé puisse arriver. Par exemple, aujourd'hui, si le gouvernement crée une zone économique spéciale... Quand vous parlez de l'investissement privé, ça me fait penser directement à la multiplicité des taxes. Les gens fuient et puis le climat Justement, des affaires. Mais je ne pense pas que ce soit seulement la multiplicité des taxes, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est plus ça. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays très moins taxé. Vous allez dans d'autres pays, vous allez avoir du mal à pouvoir tenir votre commerce à cause des taxes. Mais vous, opérateurs économiques, vous vous plaignez souvent Nous nous plaignons des tracasseries et non des taxes. Les tracasseries, c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une seule taxe, mais que vous payez à 3 reprises. Par exemple, une taxe sur l'audiovisuel, que vous êtes obligé de payer au niveau du secrétariat général de médias, que vous êtes obligé de payer au niveau de la division provinciale des médias, et que vous êtes obligé de payer aussi dans la publicité que vous réalisez. Or, dans cette publicité, vous avez encore le fonds de promotion culturelle qui vient vous prendre de l'argent, vous avez la DGI qui vient vous imposer, vous vous retrouvez comme ça alors qu'il y avait la possibilité de créer un seul guichet où vous payez la publicité par exemple au secrétariat général des médias et que ce secrétariat général des médias maintenant éclate cet argent vers la direction provinciale de l'audiovisuel et ainsi de suite. Alors, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si l'État décide de créer des zones économiques spéciales, c'est une très bonne décision. Mais qu'est-ce qui suit après? Est-ce que l'État apporte les infrastructures qu'il faut pour permettre notamment l'accès à ces zones économiques spéciales? D'où l'importance du projet des 145 territoires lancé par le président de la République. Parce que ces infrastructures, c'est quoi? C'est la route, c'est l'électricité, donc l'énergie, c'est la sécurité. Vous ajoutez à ça maintenant un plus grand problème que notre pays a toujours connu, c'est le problème de la main-d'œuvre. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme la République démocratique du Congo, qui produit le diamant à l'amiba depuis des dizaines d'années, mais qui n'a pas une seule taillerie de diamants ici. Il faut finalement qu'on se dise qu'on doit cesser de trop investir dans des projets, commencer à investir dans la formation. La formation vers un plan de développement que nous allons développer et que nous allons décider pour notre pays. Si nous décidons demain que nous devons commencer à produire notre propre diamant taillé ici, mais nous avons des partenariats que nous pouvons établir avec l'Inde, avec le Botswana. Justement, c'est une volonté politique et vos plateaux nous servent à pouvoir interpeller les autorités sur ces questions. Nous pouvons demain, le président de la République a décidé qu'il serait mieux que nous commençons à produire les batteries de lithium et de cobalt ici en République démocratique du Congo pour créer une valeur ajoutée à nos minerais stratégiques. Mais où est la main-d'œuvre? Vous allez voir que finalement, nous allons faire venir une main-d'œuvre chinoise et indienne. Alors que nous avons nos jeunes, nous avons des talents ici, il ne leur suffit que d'avoir une formation. Donc il faut que le pays commence à réfléchir à former ses enfants pour que demain, nous puissions avoir la possibilité de ce challenge. Vous savez, la Chine, comment est-ce qu'elle est devenue la plus grande manufacture du monde? C'est puisque la Chine a misé sur la formation de ses ouvriers. Nous, ici, nos universités produisent des tonnes d'économistes, des tonnes de juristes, des tonnes des environnementalistes. Mais nous ne formons pas des gens qui sont prêts à créer la richesse directement. Cette création de richesse, c'est dans les échelles de valeur et dans les valeurs ajoutées que chaque produit peut donner. Nous n'avons pas cette main-d'œuvre, ce qui fait que nous avons une difficulté qui fait que nous importons tout ce que nous consommons alors que nous avons la matière première ici. Donc, le papier qui nous revient du Canada, qui nous revient de l'Inde ou de la Chine, est sorti ici en grumes. Alors que nous avons la possibilité nous-mêmes de transformer ici et d'exporter non seulement les grumes, mais aussi des papiers. Vous comprenez? Oui. Donc c'est cela la réalité. On comprend que vous voulez que la RDC puisse se concentrer notamment sur l'industrie minière, on peut dire. Et entre autres, vers la transformation pour une création des vraies valeurs ajoutées. Okay. Est-ce que vous voyez la RDC atteindre 100 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts d'ici 2030, comme le veut justement ce plan directeur d'industrialisation? Est-ce que vous voyez... Mais c'est très facile. C'est très facile et c'est faisable. Pourquoi? Puisque vous avez
Par exemple, il y a des réformes qui peuvent permettre cela et ça a déjà été enclenché. Il y a des réformes telles qu'aujourd'hui, les réformes sur les télécommunications. Vous savez notamment que jusqu'en 2015, Kinshasa avait 56 fréquences UHF. Lorsque nous sommes passés à la TNT2, ces fréquences, disons à peu près une quarantaine, ont été vendues aux sociétés de télécommunications pour la LTE, c'est-à-dire la 4e et la 5e génération. Et qui a créé d'autres emplois parce que ça a donné les débouchés sur Internet et autres choses. D'autre part, ces mêmes fréquences qui étaient restées pour l'UHF ont permis, hier on avait 56 chaînes de télévision, aujourd'hui nous en avons une centaine. C'est des valeurs qui entrent dans le cadre des interactions de notre produit intérieur brut. Les réformes qui ont été portées sur la sous-traitance, par exemple. Est-ce que vous savez qu'une entreprise minière qui se trouvait dans le Lualaba, par exemple, avait la possibilité pour sous-traiter ses services de sécurité, faire venir une société sud-africaine. Lorsque cette société sud-africaine est payée, l'argent est viré à Johannesburg directement ou à Cape Town ou à Durban. C'est une perte pour l'économie congolaise. Mais grâce à la loi sur la sous-traitance, ça permet à ce que la société qui fait la sous-traitance ait une majorité de participants dans sa part sociale des Congolais. Donc l'argent qui est payé reste en République démocratique du Congo. Et à cela, il faut ajouter aussi la lutte contre la corruption que le président a menée, qui, jusqu'en 2018, faisait échapper au trésor public près de 20 milliards de dollars l'an. Aujourd'hui, les ressources de l'État en ce qui concerne les services d'assiette ont quitté de 300 millions à près de 800 millions de dollars le mois. Ce qui fait que tout cela participe au produit intérieur brut. Alors maintenant, il faudrait continuer d'appuyer les différentes réformes, telles que celles portées par la DGI sur les numéros impôts de chaque citoyen. Parce que nous sommes parmi les pays les plus faiblement fiscalisés. Nous avons un taux de participation de fisc qui est très faible, ce qui fait qu'une majorité d'argent échappe au trésor public. Justement, grâce notamment au système informel. Oui. Donc il faudrait, si l'État réellement travaille sur la numérisation de certains secteurs, il y aura un boom sur les recettes et ça aura inexorablement de l'impact sur notre PIB. Ok. Est-ce que la refonte du sol sur le sous-sol, est-ce que l'autosuffisance alimentaire est possible en RDC dans les jours à venir? Très possible, puisque nous avons 3 saisons dans notre pays. Nous avons un climat tropical sec vers Lubumbashi. Nous avons un climat tropical humide vers le reste du pays, c'est-à-dire le Bandundu, Kinshasa et le Congo central, et un climat équatorial dans le Grand Nord et un peu à l'est, et un peu de climat de montagne. Tout cela permet que lorsqu'il ne pleut pas à l'est, il pleut à l'ouest. Donc nous pouvons comme ça créer des greniers qui permettent à ce que nous puissions produire. Ça c'est de 1. De 2, la RDC est aujourd'hui un pays faiblement habité. Lorsque vous voyez notre superficie par rapport à notre démographie, vous voyez que le nombre d'habitants par kilomètre carré est faible par rapport à notre pays. Ce qui veut dire que nous pouvons capitaliser cela comment? Il y a aujourd'hui des pays tels que les Émirats arabes unis qui sont prêts à débourser de l'argent pour louer des terres arables dans certains pays. Nous pouvons comme ça réfléchir à des partenariats win-win où certains pays qui sont en manque de terres arables viennent investir chez nous. En ce moment-là, nous gagnons des royalties en termes de location de terres, mais aussi avec une imposition de quotas sur les produits qui sont plantés chez nous pour que ça reste dans le marché intérieur de la RDC. C'est comme ça que l'Éthiopie a réussi à endiguer la famine, puisque l'Arabie Saoudite loue des terres arables en Éthiopie. La troisième possibilité, c'est quoi? C'est de pouvoir appuyer les différents agronomes, les différents agriculteurs locaux que nous avons dans l'arrière-pays. Et cela entre dans le cadre de développement des 145 territoires. Pourquoi? Parce que la plupart des agriculteurs ont un sérieux problème en ce qui concerne l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Il y a comme ça, à Tchéla, des bananes qui pourrissent parce qu'il n'y a pas la possibilité de les acheminer vers les grands centres. Il y a comme ça des bétails qui meurent dans le Bandundu parce qu'il n'y a pas la possibilité de les acheminer vers les grands centres.
Si demain, la plupart de nos territoires ont la possibilité de pouvoir évacuer, la production va croître. Et ici à Kinshasa, dans des grandes villes, on ne va plus connaître ce problème de famine. Mais solutionner ce problème de route, ça va nous prendre du temps. Donc si par exemple c'est la voie par laquelle on doit vaincre la faim, donc on doit attendre encore un peu plus de 5 ans, n'est-ce pas? C'est parmi les voies et c'est la voie obligée. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix parce que vous savez que la destruction d'une maison, elle est rapide. Mais la construction, elle est très lente. Donc nous avons que vous dites détruit ce pays. D'avoir faim d'abord. Mais notre génération, elle est sacrifiée. Notre génération, elle est sacrifiée. Mais maintenant, posons-nous la question si nous voulons aussi sacrifier celle de nos enfants. Si nous ne voulons pas que la génération de nos enfants aussi soit sacrifiée, nous devons nous faire des sacrifices maintenant. Et parmi ces sacrifices, c'est d'appuyer les projets, d'appuyer les réformes qui peuvent apporter des solutions aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui pour que demain, nos enfants aient la possibilité d'avoir du poisson qui vient d'être pêché à Kisangani, être mangé dans son assiette demain. Mais quand vous parlez réforme, je vois notamment l'encadrement de recettes publiques, mais on constate que malgré la patrouille financière menée par l'IGF, les détournements sont criés ça et là, on en parle en termes de millions de dollars américains, mais est-ce que ce n'est pas simplement une manière d'affamer les Congolais alors qu'on sait qu'il y a des projets vitaux qui sont là, mais on s'improvise de vouloir dilapider les caisses de l'État? Est-ce qu'on ne peut pas dire simplement que c'est l'autorité qui est en place qui ne veut pas à ce que la population puisse manger à sa faim? Je viens de vous dire ici que si l'État réussit à prendre en charge la plupart des dépenses mensuelles telles que la paye des agents, la paye des fonctionnaires, la paye des militaires, le soutien de nos forces armées dans les différentes guerres qu'il y a dans le Grand Nord, c'est parce qu'aujourd'hui, notre trésor public a de l'argent. Cet argent arrive comment? Ça arrive grâce aux services d'assiette. Ces services d'assiette font plus de bénéfices aujourd'hui parce qu'il y a une patrouille financière qui donne des résultats. Mais ça ne se sent pas. C'est vrai, ça se sent par rapport notamment aux chiffres qui sont en augmentation dans différents... Je vais vous donner un exemple. Non, mais écoutez, ce n'est pas automatique. Il faut accepter que ça prenne du temps parce que, notamment grâce à cet argent que l'on finance certains projets tels que la gratuité de l'enseignement, c'est vrai qui est appuyé en partie par nos partenaires, mais aussi par notre pays lui-même. Les nouvelles unités qui sont recrutées sont payées par le Trésor public. Au-delà de cela, ce projet de 145 territoires est aussi en partie financé par notre Trésor public. C'est grâce à ces patrouilles financières-là, ces routes qui sont construites, ces infrastructures nouvelles dont la RDC est dotée dans différents endroits. C'est grâce à ces patrouilles financières qui donnent beaucoup plus de moyens au gouvernement central. C'est vrai que ce n'est pas assez, mais c'est quand même un signe positif. Parce que la corruption, le détournement était devenu un sport national. C'était devenu normal à ce que les frais de l'État puissent être détournés sans que des projets ne puissent être réalisés. Mais aujourd'hui, il y a la peur du gendarme qui permet à ce que quand même s'il n'y a pas encore un arrêt brusque de toutes ces pratiques, mais en tout cas, en une façon globale, il y a quand même une amélioration positive. On tend déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Thierry Sénépo, vous avez eu à évoquer plusieurs choses au cours de cette émission. Je crois que vous avez assez de choses à donner au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous solliciter en tant que ministre de l'économie, vous allez apporter des réformes dans ce secteur aujourd'hui si ça arrivait? Qu'est-ce que vous allez apporter notamment comme de réformes pour que nous puissions sortir de cette situation? Principalement, il faut régler les problèmes des structures de prix. Il faut vraiment que l'État ait la possibilité d'éviter à ce que... Il faut que le ministère de l'économie, qui est pratiquement à mon avis un ministère centralisateur, puisse travailler avec les autres ministères, tels que le ministère de l'Intérieur, pour éviter, d'abord sur le plan interne, qu'il y ait trop de tracasseries qui impactent sur les prix des produits de première nécessité. Par exemple, quelqu'un qui quitte avec son sac de foufou dans le Bandundu, ici dans le Maïdombe, se retrouve avec plusieurs barrières sur le chemin du fleuve pour finalement arriver ici à Kinkole, et cela va impacter sur le prix de son foufou. Alors que s'il y a réellement un travail entre les régies, notamment la DGM et tous les restes, sur le trafic fluvial, s'il y a un amoindrissement des barrières sur les routes nationales, ça permettrait à ce que les prix
ne puisse pas être mis de manière ostentatoire pour faire souffrir le panier de la ménagère. Deuxièmement, c'est de regarder du côté des importateurs, qui aujourd'hui ne travaillent pas réellement pour aider la République démocratique du Congo, mais pour s'en mettre plein les poches. C'est même à cause de ça qu'à un moment, le gouvernement a décidé de faire des importations seules. Parce que les prix déclarés de certains produits, notamment en ce qui concerne les chinchards, n'étaient pas des prix réels d'acquisition de ces produits au Malawi et dans d'autres coins où on pêche ce poisson. C'est un élément important puisque il y a, parmi les éléments du sérieux d'un gouvernement et d'un pays, c'est de savoir par exemple que le pain a toujours coûté autant. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces fluctuations de prix? C'est d'abord lorsque le ministère de l'économie ne fait pas suffisamment de patrouilles pour veiller au respect des structures de prix, premièrement. Deuxièmement, lorsque le ministère de l'économie ne travaille pas réellement avec les autres ministères, notamment celui de l'Intérieur, pour veiller à ce que sur les voies d'arrivée des produits de consommation, qu'il y ait moins de tracasseries. Lorsqu'il y a moins de tracasseries, cela a de l'impact sur les prix des produits. Par exemple, une famille ou un monsieur qui quitte avec son foufou dans le Maïndombe, qui prend le fleuve pour arriver jusqu'ici à Kinkole, se retrouve avec 14 barrières où à chaque fois il est obligé de débourser de l'argent. Cela impacte sur le prix de son sac de foufou. Donc si demain il ne trouve pas de barrière et qu'il n'a qu'à payer une taxe au niveau par exemple de la DGRM du Maïndombe et ici au beach là où il va arriver, cela aura un impact positif sur le prix du produit qu'il va donner. Et cela est la même chose avec les contrôles des prix au niveau des importateurs. Puisqu'il y a la plupart des importateurs qui, permettez-moi le terme, qui mentent. Un produit qui est acheté à X prix à l'étranger, il va inventer un prix pour pouvoir faire un maximum de bénéfices. C'est ce qu'on a enregistré notamment en ce qui concerne les achats des chinchards. Au Malawi, c'était acheté à dans un autre prix, et arrivé ici, la déclaration était fausse. C'était d'autres prix. Ce qui fait que les bénéfices... n'y est pas pour quelque chose. Non, la FEC n'y est pour rien. La FEC n'est qu'une organisation patronale qui travaille avec l'État, qui réunit la plupart des hommes d'affaires. C'est au ministère de l'économie et au gouvernement de travailler sur la véracité des structures des prix. Par exemple, moi, lorsque j'achète mon décodeur en Chine, je dois déclarer à l'État à combien est-ce que j'ai fait fabriquer ce décodeur, combien m'a coûté l'importation de ce décodeur jusqu'ici, ce que je paie à la douane pour que je puisse calculer mon vrai prix de revient. Mais lorsque déjà je fausse avec le prix d'acquisition de ce décodeur et que le gouvernement n'a pas la possibilité de vérifier, je peux mettre n'importe quel prix ici et faire souffrir la population sur un prix élevé et exagéré. Ok. Toute dernière question. Aujourd'hui, le poste de ministre de l'économie est vacant. Est-ce que vous serez preneur si on vous invitait à occuper ce poste? Vacant, je ne pense pas. Il y a toujours un mécanisme de substitution justement, au niveau du gouvernement. N'est pas là, et donc, mais écoutez, où est-ce qu'on ne peut pas servir la République? Nous sommes prêts à servir la République. Nous sommes prêts à servir la République n'importe où l'appel va se donner. Nous sommes des nationalistes, nous autres. Merci beaucoup, M. Thierry. C'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous avons parlé sur le fait de savoir si la RDC devrait résister face au frémissement du secteur économique sur le plan mondial. Vous avez suivi toute la réponse, tous les arguments présentés par M. Thierry Monsenepo, qui est un opérateur économique et homme politique également. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.